parlais de la blessure d'abandon, que c'était pas évident de savoir dans le concret comment on la reproduit. Et c'est vrai que moi, ma façon d'accompagner, c'est que je suis dans le très concret, parce que on a besoin de faire le lien entre ce qu'on sait qu'on rejoue inconsciemment comme schéma et comment ça se manifeste concrètement, parce que si on le sait pas, comment ça se manifeste concrètement, ben on peut pas le changer. Donc ça permet un peu de libérer des espaces où on commence à s'autoriser à mettre en place du concret pour pouvoir sortir de ces blessures. Donc je vais partir un petit peu de comment se manifeste la blessure d'abandon. On va partir de là d'où ça vient, mais on va pas forcément s'attarder sur là où ça vient, parce que souvent les personnes qui regardent les lives savent d'où ça vient. Ça provient effectivement majoritairement de l'enfance. Et en fait, cette blessure, c'est surtout le ressenti qu'on a pu avoir peut-être à certains moments enfant. Des fois, moi j'ai des personnes qui me disent qu'elles ont eu une enfance tout à fait correcte et qu'elles comprennent pas d'où vient cette blessure d'abandon. Mais des fois, il suffit de juste certains moments où enfant on s'est senti délaissé ou abandonné. Il suffit d'un moment pour que, en fait, ce soit comme un trauma. Et des fois, il y a même des choses bébés qui se produisent. Donc bébé, on peut pas se souvenir. Donc voilà. Donc du coup. Cette blessure d'abandon, donc c'est la blessure, pourquoi j'en parle ce soir, c'est parce que c'est la blessure qui est à l'origine de la dépendance affective. Et la dépendance affective entraîne souvent qu'on a aussi du coup des relations toxiques, parce que disproportionnées, et on va le voir un peu ce soir. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette blessure d'abandon en silence. Je dis en silence parce que elles sont pas forcément conscientes qu'elles ont cette blessure-là. Et cette blessure-là, oui, elle peut être prise pour plein d'autres choses. Et donc c'est pour ça que il y a besoin d'avoir une forme de clarté là-dessus sur ce que c'est qu'une blessure d'abandon. C'est une blessure qui influence notre vie profondément, parce qu'on mesure pas jusqu'à ce qu'on travaille dessus, on mesure pas l'impact qu'elle a vraiment concrètement sur nos relations. Alors toutes nos relations. Ce soir je vais parler en particulier de la relation sentimentale parce que c'est mon sujet, mais ça influe aussi sur nos relations dans le travail, sur nos relations avec nos enfants, sur les relations avec les amis, avec la famille. Enfin voilà, il y a des répercussions dans tous les domaines. Et c'est vrai que ça se rejoue quand même beaucoup et plus fort souvent dans les relations sentimentales, ou aussi dans le travail, les fameux burn-out qu'on entend, etc. C'est souvent parce qu'il y a des blessures d'abandon à l'origine, c'est-à-dire qu'on pose pas des limites. Je vais expliquer un peu, je vais détailler tout à l'heure, mais voilà. Donc c'est les deux domaines, on va dire, les plus importants, les endroits où vraiment on les rejoue le plus, nos blessures. Voilà. Moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir justement au moment où elles se rendent compte que, pas forcément d'une blessure d'abandon, mais elles se rendent compte qu'elles ont des relations dysfonctionnelles, un schéma dysfonctionnel. Et c'est là où on découvre que effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la blessure d'abandon ou de la peur d'abandon dans les relations, qui induit un tas de comportements qu'on va voir ce soir. Voilà. L'impact, donc déjà l'impact à long terme sur la vie d'adulte. Alors je vous le dis, oui pardon, j'ai pris mes petits papiers, je me suis fait mes notes comme vous pouvez le voir, comme d'habitude. C'est pour pas oublier de vous dire quelque chose, parce que je trouve que c'est bien d'avoir voilà, les idées qui sont bien au clair, bien notées, et au moins j'oublie rien de ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, donc l'impact à long terme sur la vie d'adulte, c'est qu'on a peur d'être abandonné. Et donc bien souvent, on diminue, on ignore et on rejette ses propres besoins. Alors quand je dis besoins, c'est un peu au sens large du terme, ça va être les besoins vitaux, mais ça va être aussi nos valeurs. Donc nos émotions aussi, donc on rejette aussi et on minimise nos émotions. Pareil pour les limites, et tout ça pour ne pas être abandonné et rejeté. Concrètement, comment ça va se traduire ? Ça va se traduire que par exemple on va dire oui alors que on voudrait dire non. Alors quand je dis on voudrait, c'est aussi que par exemple on va dire oui à quelque chose qui va nous demander un sacrifice, on va le faire quand même, et ça on va penser que c'est au nom de nos valeurs, alors qu'en réalité c'est pour pas blesser l'autre ou pour ne pas perdre la relation à l'autre. Voilà. Donc ensuite il y a aussi dans le concret ne pas exprimer sa colère ou sa tristesse,
ou ne pas trouver de solution à la colère et ne pas poser réellement des limites. Alors, par exemple, dans les relations sentimentales, peut-être il y a des choses qui vont nous mettre en colère, il y a des choses qui vont nous frustrer. Derrière cette colère, derrière ces frustrations, il y a toujours des besoins. Et ces besoins-là, en fait, on va pas y faire assez attention. C'est-à-dire que dans une relation, peut-être qu'on va s'exprimer, il y a des moments où on va être en colère, on va dire les choses à l'autre, etc. Mais l'autre continue quand même, le problème revient quand même. Et donc, ça veut dire qu'on fait pas assez attention à nos besoins derrière, tout simplement, et à nos limites. Donc, ça veut dire qu'on poursuit des relations parfois qu'on ne devrait pas poursuivre, voilà, par dépendance affective, et donc en font cette fameuse blessure d'abandon. Après, il y a une petite parenthèse que j'ai envie de faire, c'est que souvent le partenaire auquel vraiment on tient et on s'accroche pour et qui nous fait rejouer cette blessure d'abandon, c'est souvent qu'il a des caractéristiques communes avec souvent le parent avec qui on a besoin de régler quelque chose. Parce qu'en fait, dans l'idée, on essaye toujours de réparer nos blessures d'enfance à travers nos relations. Et parfois, c'est vrai que ça peut être fonctionnel, hein, on peut trouver un partenaire qui va nous faire du bien et avec qui on va bien fonctionner, bien partager. Mais après, on a des risques aussi par rapport à ces blessures d'abandon de tomber justement sur des partenaires qui, au contraire, comme on va le voir plus tard, hein, nous font rejouer ces blessures-là. Et ça nous donne encore plus envie de recourir derrière, du coup, puisque nous, dans l'inconscient, on veut régler ce schéma-là. Voilà. Donc du coup, il y a aussi, on va minimiser aussi, on va avoir tendance à minimiser nos désirs, hein, c'est-à-dire que par exemple, j'ai des personnes, moi par exemple, qui sont venues me voir à un rendez-vous et pour garder la relation, elles ont mis de côté par exemple leur désir d'enfant. Ou parfois des rêves. Enfin voilà, on va avoir tendance à mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de notre personne. On va se négliger physiquement ou émotionnellement. Alors quand je dis physiquement, c'est pas forcément nécessairement de s'apprêter, etc. Mais physiquement, ça peut être par exemple notre santé, ça peut être de pas faire attention à son hygiène de vie, ça peut être ce genre de choses-là. Et se négliger émotionnellement, eh ben c'est par exemple moi quand j'accompagne des personnes qui percutent même pas au quotidien des émotions comme de la frustration, de la colère, qui ne les entendent pas ces émotions-là, parce qu'à force, on va l'expliquer un petit peu, mais à force de se déconnecter complètement de soi, ben, on percute même plus qu'on a des émotions. Et c'est ça après qui va se cumuler et qui va faire, comment dire, cocotte minute. Voilà, donc j'en étais où? Hop, voilà. Ah oui, il y a aussi un petit truc quand on a une blessure d'abandon, c'est que du coup, parfois on va même pas faire attention dans la relation que l'autre peut prendre tout notre temps libre. C'est-à-dire que, enfin, pour vous donner des exemples, moi j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées qui faisaient même pas attention que quand elles avaient 5 minutes pour elles ou 5 minutes de temps libre, elles donnaient tout à l'autre. Elles n'avaient plus de temps pour elles, pour prendre soin d'elles, pour s'occuper d'elles. Voilà, donc ça donne après, voilà, c'est là où ça donne un peu aussi des mécanismes de relations toxiques. Donc on va parler un peu de la conséquence de ça, c'est que cette dissociation progressive de soi-même, donc là, quand je dis dissociation progressive de soi-même, c'est ne pas écouter ses émotions, les refouler. Ça crée un mal-être persistant qui alimente la blessure d'abandon intérieur et la dépendance à l'autre qui alimente aussi tous nos besoins. Parce que du coup, le fait qu'on s'occupe pas de nous, qu'on fasse passer l'autre en priorité, c'est l'autre finalement qui va tout nous fournir par rapport à nos besoins. Et donc, on construit peu à peu une vie étrangère à soi, où nos vrais besoins sont cachés derrière la peur de l'instabilité, de la solitude. Souvent, voilà, on préfère sacrifier nos besoins, sacrifier nos limites et sacrifier nos valeurs que de perdre la relation. Voilà, c'est ça vraiment reproduire une blessure d'abandon. C'est qu'en fait, on s'abandonne nous-mêmes. Donc, le cercle vicieux donc dans les relations. Donc, par peur d'être laissé ou rejeté, on choisit ou on reste dans des relations où la blessure d'abandon se rejoue constamment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir des partenaires indisponibles, distants, ou alors qui vont nous critiquer, ou alors qui sont pas à l'écoute. Alors ça,
dans cette histoire d'abandon, on a souvent des partenaires en face qui n'écoutent pas. Quand on est en train de rejouer, qu'on est dans un schéma inconscient dysfonctionnel et qu'on choisit un partenaire qui ne nous écoute pas, on est en train de reproduire nous-mêmes une blessure d'abandon en choisissant ce partenaire-là et en restant avec ce partenaire-là. J'avais quelque chose à vous dire. Je sais plus. Oui, il y a les cas exceptionnels un peu où on tombe aussi sur les manipulateurs et sur les pervers narcissiques qui au début nous font du love bombing. Donc on va me dire c'est bien joli Audrey, mais moi quand j'ai rencontré cet homme-là, pas du tout. Il était très à l'écoute, il était fou amoureux de moi, etc., etc. Et c'est justement en fait parce que on manque d'estime de soi, de confiance en soi et de se nourrir par soi-même qu'on a besoin en face quelque part d'un excès, de quelqu'un qui va venir réparer notre estime de nous. Alors que la seule personne qui puisse réparer ça, c'est nous-mêmes. Donc on va tomber dans le piège de la séduction où quelqu'un va nous conter fleurette, va nous dire qu'on est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, les âmes sœurs, tout ce que vous voulez. Et on va rentrer là-dedans parce que on a un manque à l'intérieur de soi. En tout cas, on a l'impression d'avoir un manque à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas travaillé. Et donc, on va tomber dans ces relations-là, où au début, la personne, elle va nous donner mais vraiment tout ce dont on a besoin. Puis au bout de quelques temps, moi, je dirais honnêtement entre 3 et 6 mois. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pu constater, moi, dans ma vie privée et sur le terrain, par rapport aux personnes que j'accompagne. D'un coup, la personne, elle va se mettre à plus faire comme avant, à plus être aussi attentionnée. Elle va commencer à critiquer, elle va commencer à, voilà, le manège va commencer comme ça, petit à petit, et s'empirer, voilà. Ensuite, donc ces relations, ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent j'attire les personnes comme ça, j'attire les personnes indisponibles, distantes, critiques, pas à l'écoute, ou les personnes toxiques. Mais en fait, moi personnellement, je trouve pas que ce soit vrai. En fait, je pense que tout le monde peut attirer les personnes toxiques. La différence, c'est comment on y réagit. C'est-à-dire la différence, c'est est-ce que moi j'ai validé la présence de cette personne dans ma vie ou pas. Parce que les personnes qui ont une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, qui ont bossé sur leur schéma, à un moment donné, la relation, elles vont l'arrêter. Et c'est ça la différence entre, je pense, ceux qui restent dans une relation toxique et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à poser des limites. Et attention, c'est pas des critiques quand je dis ça, hein, parce que c'est pas évident. Si on n'est pas accompagné, qu'on n'a pas fait un travail, etc., c'est pas des reproches que je suis en train de faire. C'est juste un constat. C'est comme ça que je peux dire que suite à, enfin moi, les personnes que j'accompagne, et d'ailleurs je pense qu'il y en a quelques-unes là ce soir qui nous regardent, elles savent après poser des limites et elles peuvent entrer dans une relation toxique, ça peut toujours arriver. La différence, c'est qu'elles sauront poser un stop. C'est-à-dire qu'elles vont pas rester dans une relation dans laquelle elles ne sont pas respectées. Et donc, c'est pas forcément qu'on les attire parce que moi, encore aujourd'hui, j'attire parfois des gens toxiques dans ma vie. Et je parle pas que sur le plan privé, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sur tous les plans. Mais la différence, c'est que les barrières sont mises, quoi. À un moment donné, comme je connais tous les mécanismes de fonctionnement, que je sais ce que les personnes sont en train de me faire rejouer, je bloque directement. Donc voilà. Donc c'était pour la petite histoire en aparté. Donc en fait, ces relations, elles reproduisent le manque de sécurité original et ravivent la blessure, ce qui maintient le besoin compulsif de chercher à être aimé et rassuré. Donc au plus une personne va vous ignorer, enfin quand on a une blessure d'abandon, je parle, au plus une personne va nous ignorer, va ne pas écouter nos besoins, au plus ça va renforcer ce mécanisme où on va vouloir lui prouver que oui, qu'on va y arriver, que oui, qu'il peut m'écouter ou elle peut m'écouter, que oui, on peut continuer ensemble, etc. Donc voilà, en fait c'est vraiment un mécanisme qui s'auto-alimente. Donc ce schéma, il enferme dans une boucle où la personne se suradapte aux attentes de l'autre au détriment de ses propres limites. La personne, elle tolère des comportements qui blessent ses besoins fondamentaux. Et donc, la personne aussi qui souffre d'une blessure d'abandon, elle interprète chaque distance ou retrait comme une confirmation de son abandon.
et elle rejoue inconsciemment la même histoire, espérant que le scénario change. Donc c'est un peu ce que j'expliquais, elle veut prouver que c'est une bonne personne, qu'elle peut aider et combler l'autre, etc. Donc on est sans arrêt dans se dire mais oui on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, et de plus en plus au détriment de soi, au détriment de ses limites, au détriment de ses valeurs. Et donc c'est ce qui fait un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est cette dissociation, c'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc, les comportements concrets liés à une blessure d'abandon. Alors, je vais un petit peu, du coup, les détailler. C'est que on va délaisser ses besoins. On va pas prendre de temps pour soi. On va jamais faire des demandes par rapport à ce dont on a besoin. On va se sacrifier pour les autres. Ensuite, dans le second comportement, il y a ignorer ou franchir ses limites. Donc, dans le concret, c'est accepter des comportements irrespectueux, ne pas savoir dire non et se sentir coupable quand on pose une limite. Ensuite, il y a le fait de négliger ses valeurs. Donc, c'est faire passer les désirs ou les jugements de l'autre avant ses propres convictions parce que on veut éviter les conflits. Il y a une grosse peur du conflit aussi chez les personnes qui souffrent de blessures d'abandon. Elles disent souvent, enfin moi j'ai beaucoup de personnes en rendez-vous du coup qui me disent non j'ai horreur des conflits, j'ai horreur de me disputer tout ça. Et c'est pas un problème de pas aimer par exemple qu'on hausse le ton, etc. Mais du coup ça veut dire que on se fait taire quoi, on se tait, on se fait taire nous-mêmes pour surtout pas provoquer de conflits ou d'abandon ou que l'autre nous délaisse et donc ça donne une mauvaise affirmation de soi. Voilà. Ensuite, il y a aussi le fait de se dissocier de ses émotions. Donc on va pas nommer ce qu'on ressent, on va se couper aussi de la tristesse et de la colère. Ça c'est un symptôme que je retrouve chez beaucoup des personnes que j'accompagne. C'est de même pas se rendre compte que là j'ai été frustrée, que là j'ai été en colère. Donc il y a comme un genre de rééducation à faire derrière, à réapprendre à s'écouter derrière, à écouter nos émotions et à en faire quelque chose. On va avoir tendance aussi à les cacher. Moi j'ai des personnes qui me disent en rendez-vous ah ben non ça va tout va bien quoi, alors que en fait tout va pas bien du tout et que des fois la personne en face elle a grandement manqué de respect. Et ça contribue aussi au mécanisme par rapport auquel on idéalise une personne. Du coup, quand on met tout ça de côté, qu'on met tous nos besoins, nos valeurs, nos émotions, etc. de côté, du coup, ça contribue à idéaliser l'autre puisqu'on ne confronte jamais à la réalité de ce qu'on est. Donc forcément, ça peut que bien aller tant qu'on se tait, tant qu'on n'existe pas et qu'on donne à l'autre que le bon chez nous. Ça nous maintient dans une illusion du couple qui est parfait et qui fonctionne très bien. Voilà. Donc voilà, on trouve aussi, ça aussi je le retrouve beaucoup chez les personnes qui ont cette blessure d'abandon, c'est aussi beaucoup justifier les comportements de l'autre pour justement pas se confronter à ce conflit, pour pas se confronter aussi à la souffrance que ça induit, le fait que le comportement de l'autre n'est parfois pas respectueux. Donc on va trouver des justifications en disant oui mais bon il boit c'est dur pour lui ou elle a eu une enfance difficile, elle a pas de famille. Alors justement c'est là où il y a une distinction à faire entre des explications et des justifications. Il y a pas longtemps j'ai fait un petit réel sur Facebook en expliquant que oui on peut s'expliquer. D'ailleurs même des fois l'explication c'est vrai qu'elle permet d'arranger un conflit, d'arranger un différend, mais tout n'est pas justifié parce qu'on peut l'expliquer. C'est comme si on se disait un meurtrier il a eu une enfance difficile, donc on le désinculpe quoi de toute faute. Ça c'est pas ok en fait, c'est pas ok. Donc voilà, donc du coup on a beaucoup tendance à faire ça dans le concret par rapport à une blessure d'abandon. Et ensuite il y a aussi le fait de se focaliser sur l'autre. C'est-à-dire que toute notre attention, plutôt que d'être sur nous
sur nos manques de nous-mêmes des fois vis-à-vis de nous-mêmes, sur de se dire non, mais je vais faire un petit peu plus attention à moi, de savoir comment moi je me sens par rapport au comportement de l'autre. On va se dire oui, mais l'autre il fait ci, l'autre il fait ça, l'autre il a réagi comme ci, comme ça, l'autre il a un attachement évitant. Alors ça aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux. Alors c'est vrai que ça existe, hein, cet attachement évitant, mais au lieu de se centrer sur nous, on va se centrer sur l'autre. Donc on va mettre des diagnostics, on va se dire il est manipulateur, il est PN, il est évitant, il est blablabli, blablabla. Sauf que en fait, pendant qu'on est en train de faire tout ça et qu'on est en train de faire toutes ces recherches sur l'autre, sur le comportement de l'autre et tout ça, on se déconnecte complètement de soi, de nous, de nos propres comportements, des endroits où nous on pose pas nos limites, des endroits où on n'est pas assez attentif à soi. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on s'abandonne encore plus parce qu'on se délaisse complètement au profit d'avoir le focus sur l'autre. Voilà. Donc ensuite, je prends ma troisième feuille. Donc face à la peur profonde d'être abandonné, le psychisme met en place des stratégies pour tenter de prévenir la douleur, calmer l'angoisse ou protéger l'estime de soi fragilisée. Alors ça c'est très important ce que je vais dire, c'est que ces mécanismes ils ne sont ni volontaires ni conscients au départ, mais ils deviennent des automatismes qui entravent la guérison. C'est-à-dire que au plus on va reculer l'échéance, on va commencer à ouvrir les yeux. Au plus on va faire tarder effectivement ce moment-là où on se dit mais en fait c'est vrai que moi je minimise les choses, c'est vrai que je les vois pas, c'est vrai que je fais pas assez attention à moi, etc. Au plus on retarde ça, au plus finalement on perd de temps en fait. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit faudrait si j'avais su tout ça plus tôt, si j'avais travaillé tout ça plus tôt, je serais pas restée 20 ans, 25 ans dans ma relation. Ça aurait duré beaucoup moins longtemps. Et donc c'est pour ça aussi que je fais ces lives, parce que je me dis si ne serait-ce qu'une personne peut prendre conscience de ça et vraiment se dire allez je vais bosser sur ça, ce sera déjà toujours ça de gagner en fait, parce que mon objectif à moi c'est aider les gens, et quand je fais ces lives justement de façon offerte, c'est ma façon à moi d'aider les gens à se dire non mais là il faut que je fasse quelque chose parce que sinon je vais continuer, recommencer, je perds du temps pour rien. Voilà. Donc c'est pas une histoire de se culpabiliser parce que c'est vraiment pas une histoire de faute. C'est pas une histoire de se jeter la pierre et de se juger, vraiment. C'est juste une histoire de prise de conscience et de prise de notre responsabilité de ce qu'on met ou pas dans nos relations. Pas en mode on fait du mal aux autres, hein, mais en mode on se fait du mal à soi-même en faisant ça. Donc voilà. Donc, je vais vous parler des schémas d'adaptation les plus fréquents qu'on retrouve chez les personnes qui ont cette blessure d'abandon. Donc déjà, il y a la suradaptation relationnelle. Donc ça, c'est se conformer aux attentes en taisant ses besoins ou limites pour éviter le conflit ou le rejet. Il y a aussi l'hypercontrôle, c'est-à-dire tenter de contrôler la relation, les émotions de l'autre ou soi-même pour ne pas revivre l'imprévisible de l'abandon. Donc ça, ce sont des peurs, mais si on réalise qu'on ne peut pas changer les valeurs de quelqu'un, déjà ça nous aide beaucoup à comprendre si une personne elle est faite pour être avec nous ou pas, parce que sinon on rentre dans ce qui s'appelle les jeux psychologiques et le triangle de Cartman en voulant avoir raison sur l'autre, alors que personne n'a raison, personne n'a tort, c'est juste que chacun a ses valeurs. On peut influencer quelqu'un en montrant nous comment on vit, en montrant nous nos valeurs, ce qu'elles sont. Mais on ne peut pas manipuler quelqu'un, c'est-à-dire lui dire ce qu'il doit faire, parce que ça, c'est de la manipulation de vouloir forcer quelqu'un à penser comme nous, à faire comme nous. Et donc dans ce cas-là, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour nous, tout simplement. Ensuite, il y a la dépendance émotionnelle. Donc c'est chercher de façon excessive à être rassuré et validé, et même parfois à l'extrême, pour combler ce qu'on pense avoir comme vide intérieur. Parce que pareil, le vide intérieur, c'est une sensation qu'on a, mais en réalité, on n'est pas vide à l'intérieur. Il y a aussi la fuite ou les retraits émotionnels. Donc c'est se couper de ses émotions, se dissocier du lien affectif pour ne pas trop souffrir, en créant un paradoxe où la peur de l'abandon pousse aussi à éviter l'intimité. Donc ça, c'est un peu le fameux attachement évitant. C'est-à-dire que par peur de souffrir, on va éviter la relation parce que comme ça, au moins, on est plus tranquille, on se sent plus sécure. Mais quand on a une forme d'attachement évitant, on n'est quand même pas guéri. Pourquoi ? Parce que
Si on a tant peur de la relation que ça, c'est qu'on n'a pas assez pris confiance en soi pour pouvoir poser des limites saines à une relation qui ne nous conviendrait pas, ou pour éviter de souffrir tout simplement. Donc voilà. Donc les pièges et les conséquences. Donc ces stratégies créées pour survivre à la douleur deviennent des freins et renforcent l'insécurité. Par exemple, pour la suradaptation émotionnelle, sur le coup, on pense que ça évite les conflits, on pense que ça évite les histoires, que ça évite de perdre l'autre. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a une addition en fait, de l'autre côté qu'on cumule à l'intérieur de soi, c'est qu'on a du ressentiment et que ça nous épuise au niveau émotionnel. Ensuite, par rapport à l'hyper-contrôle, du coup, on pense momentanément que ça nous procure une forme de sécurité relationnelle. Sauf qu'en réalité, ça nous met dans une anxiété permanente parce qu'on attend encore que ce soit la relation à l'extérieur de nous qui nous rassure. Après, parfois, cette anxiété ou ces peurs, elles peuvent être justifiées par le comportement de l'autre. Mais à ce moment-là, ça veut dire que pareil, j'ai pas posé des limites à une relation dans laquelle je dois pas être. Ensuite, il y a aussi la dépendance émotionnelle. La contrepartie de ça, c'est que on a une relation déséquilibrée et la peur dans la relation est omniprésente. Et donc tout ça là, ça engendre une souffrance chronique. Voilà, c'est que de douleurs qui se sont cumulées, on en vient à la souffrance. La souffrance, c'est quand les douleurs, elles durent comme ça, elles perdurent et que ça ne se règle pas. Du coup, je vais enchaîner sur les bénéfices d'un travail réussi sur la blessure d'abandon. Donc là, on va parler de quand une blessure d'abandon, elle a été correctement travaillée, les choses ont été conscientisées et de ce qu'on cherche à obtenir quand une blessure d'abandon est réellement, on va dire, guérie. Alors guérie, je le mets entre guillemets parce que je crois que ce serait vraiment très prétentieux de pouvoir dire qu'on a définitivement guéri une blessure d'abandon. Mais par contre, on peut grandement améliorer sa qualité de vie, on peut grandement améliorer la gestion de ses émotions, etc. Donc je vais parler un petit peu de ce qu'on recherche par rapport à un travail sur soi et quand est-ce qu'on peut se dire bon ça va, maintenant ça va mieux et j'ai passé le cap de cette blessure d'abandon et de ma dépendance affective. Le premier bénéfice déjà de ce travail-là et de changer ça, c'est une stabilité émotionnelle accrue. C'est la peur chronique de l'abandon qui diminue complètement. On a moins d'angoisse soudaine ou de réactions émotionnelles disproportionnées. C'est que la personne réussit à ne plus se laisser submerger par ses émotions ni agir de façon excessive. Et cette stabilité interne crée un sentiment de paix et de sécurité qui manquait jusque-là. C'est-à-dire que quand on a fait correctement le travail, au niveau émotionnel, on se sent tranquille, on se sent en paix. Même si on sait que la vie peut venir gratter un petit peu sur nos émotions, etc. Mais on a pris assez de confiance en soi pour se dire j'ai les ressources internes pour gérer ce qui va m'arriver dans ma relation parce que justement on ne s'abandonne plus. Ensuite, les bénéfices qu'on recherche en numéro 2, c'est le respect et la réappropriation de ses besoins et de ses limites. Alors ça s'appelle l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment nos limites, on retrouve qui on est, on retrouve de la valeur à nos propres yeux parce qu'on se met à bien se connaître et puis du coup on sait qu'on laisse plus personne venir tacler tout ça ou abîmer tout ça. On va être dans le dialogue, on va être dans la communication avec les autres, même si on n'est pas d'accord sur des sujets, mais intérieurement, on a une bonne estime de soi. Voilà, on se dit, on connaît notre valeur. Donc, la personne identifie clairement ses valeurs, ses besoins et ses limites, qu'elle apprend à poser et à défendre avec confiance et bienveillance. Parce que ça aussi, pareil, si on a besoin de défendre nos limites et nos valeurs de façon acharnée vis-à-vis de quelqu'un qui rentrerait dans notre vie ou vis-à-vis des autres, c'est qu'on n'a pas encore assez travaillé sur la sécurité intérieure parce que quand on est en sécurité, on n'a pas besoin d'être malveillant vis-à-vis des autres ou de se mettre à crier pour poser des limites ou
on peut dialoguer en fait ensemble, à moins qu'on ait vraiment un personnage un peu abject en face de nous. Mais là, dans ces cas-là, du côté de la personne qui a fait le travail, il n'y a pas de problème parce qu'elle n'aura pas de problème à se dire, bon, bah, cette relation-là, je la mets de côté et j'en veux plus. Ensuite, il y a aussi, donc dans l'estime de soi, il y a la capacité à dire non et à faire des demandes sans culpabilité. Il y a le respect de soi. Ah oui, parce que pardon, je voudrais un petit peu étayer ce que je viens de dire. Faire des demandes sans culpabilité. Alors ça, derrière, il y a aussi un peu le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que dans le syndrome du sauveur, on va avoir tendance à beaucoup donner aux autres et à très peu de faire de demandes aux autres. Donc on se sent très seul parce que souvent, on n'a pas pensé que nous aussi on avait des besoins et que nous aussi on avait le droit de faire des demandes aux autres. Voilà, ça c'est petite parenthèse, petit tips, parce que le syndrome du sauveur, il est vraiment fortement lié avec la dépendance affective, parce que justement le sauveur, ça va être sans limite, il va se sentir fort pour tout le monde, il va aider les autres, et justement pareil, hein, il est plus dans ses limites, parce qu'il donne beaucoup trop hein, par rapport à ce qu'il devrait donner. Ensuite, il y a le respect de soi, qui s'accompagne d'un sentiment renforcé de légitimité à exister et à être pris en considération. C'est-à-dire que la personne qui a fait un bon travail, elle sait qu'elle a sa place, parce qu'il y a aussi dans les rendez-vous avec les personnes quand j'ai des rendez-vous avec des personnes, il y a aussi souvent je ne sais pas quelle est ma place, je ne sais pas quelle place prendre, on me donne pas la bonne place. Donc là, du coup, le travail sur l'estime de soi, c'est vraiment aussi reprendre sa place dans sa vie, dans son couple, et ne plus se laisser marcher dessus, et ne plus laisser les autres choisir quelle place on doit avoir. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'estime de soi. Ensuite, donc il y a la troisième conséquence d'un bon travail, c'est qu'on a des relations plus saines et plus épanouissantes. Donc toutes les relations deviennent des espaces de sécurité et d'échange authentique. Parce que quand on a en gros une bonne gestion émotionnelle, une bonne estime de soi, qu'on écoute bien ses besoins, qu'on est bien aligné avec tout ça, déjà les relations dans lesquelles on va pas nous respecter, on les garde plus. Et aussi on va être un bon communicant et on va avoir une intelligence émotionnelle qui va nous permettre d'être dans un vrai échange et dans des relations vraiment de cœur, on va dire, avec les gens. Parce que on va s'exprimer sainement, parce que si les personnes, il y a quelque chose qui les dérange en face, ben on va savoir communiquer, échanger avec elles, et ce sera plus un problème et on n'a plus peur du conflit parce que on a appris à être vraiment ancré aussi. Ensuite, par rapport aux relations plus saines et épanouissantes, on a que les personnes rencontrées sont des relations basées sur le respect mutuel, la confiance et la disponibilité émotionnelle. On va plus avoir besoin de rejouer ce schéma inconscient d'abandon en allant et en courant derrière des personnes qui ne nourrissent pas la relation. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, on va aller vers des personnes plutôt qui vont nourrir, alimenter la relation, être dans l'échange. Ça sera plus des relations à sens unique, mais des relations vraiment à double sens et dans l'échange. Ensuite, il y a une meilleure communication aussi, grâce à une meilleure expression des émotions et des besoins. Donc moins de conflits liés aux malentendus et aux insécurités. Parce que même si peut-être on peut avoir à certains moments, parce qu'on reste des êtres humains, certaines insécurités, tout ça, ça va se communiquer de façon très saine. Et les personnes qu'on gardera dans notre vie seront aussi des personnes qui vont nous rassurer de façon saine et qui sauront dire aussi si c'est trop, si on demande trop de réassurance ou si, voilà. Ce sera vraiment une bien meilleure communication. Ensuite, un travail sur soi bien fait par rapport à une blessure d'abandon, c'est qu'on va avoir un sentiment de liberté intérieure. Donc la personne ressent plus de choix personnels et relationnels. Justement, c'est qu'on sent qu'on a repris les rênes de sa vie, c'est-à-dire qu'on se sent plus subir ce qu'on va nous imposer, mais on se sent libre d'accepter, de ne pas accepter, de communiquer, etc. Donc il y a une forme de liberté qu'on reprend. Et d'ailleurs, moi, les personnes qui terminent souvent l'accompagnement avec moi me disent « je me sens plus léger, je me sens plus légère ». Il y a comme un poids, en fait, qui s'est enlevé. Voilà.
Donc, il y a aussi que la personne ressent la capacité d'assumer qui elle est avec ses forces et ses vulnérabilités sans chercher à plaire ou à éviter le rejet. Donc après, c'est pas qu'on est dans à tout prix rechercher le rejet ou justement on n'est pas dans la véhémence parfois de dire, des fois je vois des panneaux sur Facebook qui disent oui, moi je m'en fous de plaire à tout le monde, etc. On n'est ni dans ça, ni dans vouloir vraiment plaire à tout le monde. On est dans un juste milieu, c'est-à-dire qu'on est soi-même, mais on n'est pas en excès à vouloir plaire à tout prix, à n'importe quel prix. Voilà, on est dans de la justesse par rapport à nos relations. Les relations, elles deviennent ce qui s'appelle horizontales. C'est-à-dire qu'il y a les relations verticales, c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne en mode autorité et l'autre qui est en posture de soumission. Et les relations après un travail sur notre blessure d'abandon, elle est horizontale, c'est-à-dire que l'autre est notre égal, quoi. Même si on n'a pas les mêmes façons de penser, même si on n'a pas les mêmes valeurs, etc. On considère plus qu'il y en a un qui a plus de pouvoir que l'autre inconsciemment. Voilà. Donc ensuite, il y a l'autonomie émotionnelle qui favorise un épanouissement global dans la vie, aussi bien personnel que professionnel. Donc cette autonomie émotionnelle, j'ai envie de dire, elle est aussi par rapport au fait qu'on se met à combler ses besoins, à bien s'occuper de soi, à bien tout équilibrer et à mettre des choses en place de façon non négociable. C'est-à-dire que je sois en couple, pas en couple, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y a des choses pour soi-même qu'on a mises en place et qu'on n'enlèvera plus. Et la personne qui rentrera dans notre vie les respectera, devra les respecter, ça deviendront des choses qui sont non négociables. Voilà, alors donc du coup, voilà, donc pour conclure un peu par rapport à ce live sur la blessure d'abandon, c'est que la différence de quand on a fait un travail sur notre blessure d'abandon, c'est dans la façon de vivre ses imperfections et ses fragilités. La personne sait les accueillir sans jugement, sans se laisser envahir par elles. Ce qui permet d'aborder les défis ou les tensions relationnelles avec plus de résilience et d'ouverture. Voilà. Donc en gros, je vais un peu quitter mes papiers pour vous parler. Quand on a fait tout ce travail-là, on se sent beaucoup plus libre, avec des relations beaucoup plus alignées. On fait du tri. Ce tri-là dans nos relations, au moment où on fait un travail, il n'est pas forcément évident parce que ça donne une impression de vide, d'où l'intérêt d'être accompagné et de se faire accompagner par quelqu'un, parce que c'est très difficile tout seul en fait de se dire non mais cette relation-là elle me convient plus, cette relation-là. Et puis même moi, j'ai eu des clients et clientes qui par exemple avaient des meilleurs amis qui ne voyaient pas du tout qu'ils étaient toxiques au départ, par exemple. Pour eux, leurs meilleurs amis les appelaient tout le temps, étaient toujours là, en mode sauveur, etc. Et finalement, petit à petit, en faisant l'accompagnement, se sont mis à ouvrir les yeux en se disant ah non mais cette personne-là, elle est pas si saine vis-à-vis de moi. Des critiques qu'elles n'entendaient pas, d'un coup, elles se sont mises à les entendre. Voilà, donc c'est très difficile tout seul de faire ce cheminement-là. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par quelqu'un en qui on a confiance pour faire tout ça. Parce que sans confiance aussi, c'est pareil, on peut pas réussir à avancer en fait. Voilà, moi c'est ce que je dis tout le temps aux personnes, même quand je les ai en rendez-vous et tout ça. Moi je veux jamais forcer personne par exemple à travailler avec moi parce que ou mettre une pression ou des trucs toxiques, des trucs un peu moisis, parce que pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir à construire, faut vraiment avoir confiance dans la personne qui nous accompagne. Ça c'est un lien, c'est hyper important, surtout quand on a des blessures d'abandon. On a besoin de se sentir rassuré. Moi, c'est pour ça, par exemple, qu'il y a un cadre à l'accompagnement où on signe un contrat d'accompagnement. Ça sécurise tout le monde. Enfin, voilà. Il y a besoin de conditions particulières, moi, je trouve, quand on a des blessures d'abandon et des peurs d'abandon. D'ailleurs, aussi, par exemple, l'histoire du contrat d'accompagnement, derrière, ce qu'il y a, c'est que il y a aussi une idée que quand j'ai une blessure d'abandon, j'ai tendance à abandonner mon travail chez le thérapeute. C'est-à-dire que si d'un coup tout va bien, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, ça y est, j'ai une nouvelle histoire, ça y est, hop, on va zapper complètement d'aller travailler, d'aller continuer à travailler ce qu'on avait besoin de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça recommence. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, eh ben voilà, il y a un engagement. C'est un vrai engagement avec soi-même de se dire voilà, non, je vais jusqu'au bout des choses, je vais jusqu'au bout du travail. Et après, à ce moment-là,
Voilà, on verra ce qui se passe. Alors, la première question est si c'est fuir ou s'affirmer. En fait, il y a deux choses. La première, d'abord, dans une première intention, on va toujours chercher à dialoguer. C'est-à-dire s'affirmer, mais tout en étant à l'écoute de la personne en face. Comme on apprend en fait dans l'accompagnement, c'est-à-dire à la fois exprimer ses émotions, comme j'expliquais tout à l'heure, et en même temps rechercher un accord, un terrain d'entente avec la personne, peut-être lui demander pourquoi elle agit comme ça, se mettre un peu en mode curiosité vis-à-vis de l'autre pour réussir à co-construire, parce que la co-construction c'est toujours à deux, hein. C'est toujours, en fait, un couple qui fonctionne, c'est toujours moi et toi contre le problème. On n'est jamais, en fait, l'un contre l'autre. C'est pas une bagarre, en fait, un couple. C'est qu'il y a un problème, il y a un souci, il y a un désaccord. C'est toi et moi contre le désaccord. Et qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Si tu essayes de t'affirmer, et quand je dis affirmer, ça veut pas dire imposer ton point de vue. T'affirmer, ça veut dire ce que tu ressens, dire tes limites, parler de tes valeurs, etc. Demander à l'autre pourquoi cette personne-là, elle agit de cette façon-là. Essayer de trouver un compromis. Ça, c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2, si vraiment c'est quelque chose de très important et d'essentiel pour toi et que en face la personne, elle ne veut rien entendre, eh ben, moi, je serais d'avis de se donner une deadline, de se dire, ben voilà, allez, je vais laisser quelques chances, ou se donner parfois une date, se dire, bon, ben écoute, si dans 6 mois, le problème n'est pas réglé, ou si on n'arrive pas à trouver de compromis, là, vraiment, je mets un terme, parce que sinon, c'est des relations, en fait, qui continuent tout le temps, et la souffrance s'alimente, s'auto-alimente dans ces couples-là. Donc, à un moment donné, tu es obligé de partir. Alors, je dis pas fuir, parce que fuir, ça voudrait dire un peu comme un voleur où on ne dit rien, où c'est pas parler, etc. Et ça s'appelle du ghosting. Mais par contre, oui, partir au moment où on constate qu'à un moment, on ne peut plus rien faire par rapport au problème, et que c'est un problème qui nous fait souffrir, c'est un problème qui nous ronge, à un moment, la priorité, justement, c'est ça, sortir d'une blessure d'abandon, c'est de ne pas comment dire, faire perdurer cette souffrance vis-à-vis de nous et de se faire passer en priorité par rapport à une relation qui est délétère pour nous. Et du coup, il y avait une deuxième question aussi que j'ai vue, et après, Evelyne, je regarderai à nouveau les captures d'écran. C'était quelle est la différence entre une blessure de rejet et une blessure d'abandon? Alors, c'est très simple. La différence entre une blessure de rejet et une blessure d'abandon, c'est que la blessure d'abandon, elle est liée à nos besoins, elle est liée à nos limites qu'on délaisse ou que les autres en face délaissent. Et la blessure de rejet, c'est tout ce qui est critique, jugement. Voilà, c'est tout ce qui va être critique et jugement. Voilà, c'est différent, c'est pas tout à fait la même chose. Après, moi, je trouve qu'elles se rejoignent ces deux blessures. Je pense que justement, la blessure la plus, si on devait en garder qu'une, ce serait la blessure d'abandon, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais le live ce soir. Mais la blessure de rejet, c'est plutôt lié au jugement. Parce que dans ces cas-là, quand on a de la critique et tout ça, au début, on va essayer de dialoguer avec la personne, hein, comme je disais à Eric tout à l'heure par rapport à la gestion d'un conflit. Mais après, à un moment donné, il faut partir. Quand on voit que les personnes ne veulent rien entendre et qu'on n'est pas fait pour s'entendre, il n'y a pas forcément besoin de juger les autres justement en retour, parce qu'on n'a pas besoin de reproduire cette blessure de rejet vis-à-vis des autres en les jugeant et en disant que c'est des personnes qui sont pas valables parce qu'elles nous ont critiqué, etc. Mais par contre, on peut simplement tranquillement poser des limites en disant ben ça c'est pas ok pour moi dans mes valeurs, et fais ta vie et puis moi je fais la mienne en fait. Voilà. La blessure de rejet, c'est toutes les personnes, oui, qui vont vous juger, qui vont mettre des adjectifs sur vous, comme je sais pas moi, fainéant, comme égoïste, comme voilà, c'est tout ce qui va être attrait au jugement. Tandis que la blessure d'abandon, c'est vraiment lié à quand soit nous, soit quelqu'un délaisse nos valeurs, nos limites, et puis il y a aussi tous nos besoins, les premiers besoins qu'on revoit en revue. Et en fait, c'est quand soit nous, soit les autres, quand on communique avec les autres, délaissent nos besoins. C'est comme ça que, par exemple, les blessures d'abandon par exemple, sur le lieu de travail, allez, je vais prendre un truc en dehors de mon domaine de prédilection, on va dire. C'est comme ça que quand des gens vont tirer sur la corde par rapport à ce qu'ils nous imposent dans le travail, etc., on va faire un burn-out parce que on reste dans un endroit où
où l'administration ou l'entreprise n'écoute pas nos besoins et n'écoute pas nos limites. Voilà, par exemple, une blessure de rejet, par contre, ça va être si mon chef ou ma cadre va me critiquer sur ma personne. Je parle pas de critiquer le factuel et le concret sur un travail, voilà, pourquoi est-ce que tu as oublié tel dossier, pourquoi est-ce que tu n'as pas rempli tel dossier. Non, si vous êtes comme ci ou vous êtes comme ça, ben ça va, on sait que vous êtes un peu soupolé, ça peut être des trucs comme ça, voilà. Donc ça, j'espère que ça vous a bien aidé à faire la différence. Pas évident de mettre en place une communication non violente quand ce n'est pas le cas de l'autre. Ben après, à un moment, Eric, tu vois, justement, ça, si ça fait partie, toi, de tes valeurs, de communiquer de façon non violente, et que l'autre t'amène sans arrêt systématiquement au jeu psychologique où elle va se mettre la personne en mode bourreau vis-à-vis de toi, à un moment, c'est que c'est pas une personne qui fonctionne de façon saine, et c'est justement quelqu'un avec qui tu pourras jamais co-construire si elle ne comprend pas que oui, dans un couple, ça nécessite d'être non violent quand on communique. C'est que certainement on cherche à éviter une rupture qui n'est pas évitable. En fait, quand on a du mal à se dire à un moment... Après, il y a un truc qu'on peut se donner aussi par rapport à soi-même. Et c'est là où on reprend un peu le pouvoir plutôt que de la dépendance affective ou par rapport à la blessure d'abandon. C'est se demander à soi-même et se faire un petit contrat avec soi-même en se disant... qu'est-ce qui va être non acceptable pour moi? Quelle est ma limite à moi? Tu vois, la deadline par rapport au temps, ou elle n'est pas forcément juste, tu vois, c'est un exemple de deadline. Après, la deadline, moi je sais que par exemple, j'ai certains de mes clients ou clientes qui m'ont dit, ben moi la deadline, c'est si je vois qu'ils parlent avec d'autres femmes, que ça s'avère juste ce que je pense. Tu vois, et ça, ce sont des choses qui ont mis fin par exemple à des relations. Bon, là, j'ai donné un exemple comme ça qui me venait à l'esprit. Mais ce qui est important de savoir, c'est parce que moi, je vais donner, c'est comme quand les coachs sur les réseaux sociaux, ils donnent les red flags, etc. Et c'est vrai qu'il y a des red flags, honnêtement, c'est non négociable, mais les red flags, ce sont les nôtres en vérité. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 coachs qui pourront vous donner 100 000 red flags, mais l'essentiel, c'est quels sont les vôtres, en fait. Il y en a pour qui certaines choses vont être des red flags et d'autres non. Regardez, il y a des couples, par exemple, je vais prendre le cas des couples qui sont plus libres. Il y en a, par rapport à certains, la fidélité va être un red flag si l'autre est infidèle. Il y en a d'autres, l'infidélité, on va dire physique, par exemple, n'est pas du tout un red flag. Donc les red flags, c'est plutôt par rapport à soi. Après, il y a des red flags aussi par rapport à ceux qui se positionnent dans le triangle de Cartman, c'est-à-dire de se dire, ah là, attention, la personne est en train de se victimiser, là, la personne est en train de se mettre en mode sauveur vis-à-vis de moi, alors que j'ai pas tant besoin que ça, d'autant d'éloges, d'autant de soutien, d'autant de séduction, voilà, ou en mode bourreau aussi, voilà, la personne qui va vous donner des ordres, vous parler mal dès les premières semaines ou les premiers mois, tout ça, effectivement, ce sont des red flags. Mais après, surtout, les plus grands red flags, c'est vraiment par rapport à nous. Mais quand on essaie de se mettre des deadlines et qu'on se dit c'est pas évident, tu sais, quand c'est des gros problèmes dans un couple et qu'on trouve pas de solution, à un moment, la seule solution, c'est de se séparer parce que quand tu as tout essayé, que tu as essayé de dialogue, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on essaye toujours en première intention de communiquer, de dialoguer, de trouver un accord, de trouver un compromis, etc. Après, c'est compliqué de pouvoir répondre comme ça parce que je sais pas exactement du coup de quoi on parle. Mais à un moment, s'il y a des choses qui sont trop difficiles, que ça mène à la souffrance et qu'on reste en souffrance et que les deux sont en souffrance, à un moment, l'amour et la relation amoureuse, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour grandir ensemble. Voilà. Alors, Cécile, tu m'as dit oui, il faut que les deux soient OK pour être ensemble contre le problème et non contre l'autre, comme tu le disais. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qu'on se masque un peu en dépendance affective ou avec cette fameuse blessure d'abandon. C'est que l'autre, en n'étant pas avec nous contre le problème, il nous abandonne face au problème. Donc c'est ça, cette blessure d'abandon rejouée. C'est que du coup, si on n'est pas en équipe, l'autre, il nous a lâchés, quoi. Il nous abandonne, tu vois. Et c'est là où on doit aller creuser sur le pourquoi pourquoi je maintiens une relation dans laquelle l'autre me délaisse face au problème. C'est un peu ce que je disais en début de live, ou au milieu, je sais plus, quand je disais qu'on a on va reproduire ces blessures-là avec des partenaires qui vont pas être avec nous, qui vont pas nous tenir la main, qui vont pas écouter nos besoins, qui vont être émotionnellement indisponibles. C'est ça la blessure d'abandon rejoué, c'est
d'aller ou de rester avec ce partenaire. Je vais voir parce que j'ai avec l'évitant qui fuit, c'est compliqué. Ben, l'évitant qui fuit, après il choisit aussi. L'évitant, c'est souvent c'est un adulte quand même responsable de lui-même. Si lui il voit pas de problème à son mode de fonctionnement à lui, peut-être même que lui il y trouve ses avantages. D'ailleurs, on peut aussi confondre. Enfin, il peut y avoir à la fois un évitant en face de toi, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui se complaît dans le fait de pas trop s'engager et s'investir aussi émotionnellement. Mais disons que l'évitant, il est quand même adulte et responsable de lui-même. Et s'il a envie de faire un travail sur lui, c'est à lui de faire ce travail-là. C'est pas à la personne, si tu veux, qui a des blessures ou qui se sent délaissée, soit ni de le convaincre, soit ni encore de s'adapter dans son comportement en face à la personne qui va être dans l'évitement de la relation. Il y a que la personne qui peut faire son cheminement en se disant, mais en fait, voilà, je suis tombée amoureux de quelqu'un. Je vois que j'ai un comportement fuyant alors que c'est une personne que j'aime, je vais aller faire le travail nécessaire pour pouvoir co-construire la relation et pour pouvoir être dans une relation saine avec cette personne-là. Si la personne elle fait pas le travail, on peut pas le faire à sa place et il y a même personne qui peut la convaincre. La seule chose qui pourrait la convaincre, c'est justement l'amour que la personne va avoir pour toi en se disant mais cette nénette là ou ce mec là il est génial ou elle est géniale et puis ben non rien que pour cette personne là ben j'ai envie de faire ce travail là même si c'est dur pour moi parce que c'est vrai que quand on a un peu des phobies comme ça de s'attacher qu'on a peur qu'on nous fasse mal ou que ça se passe pas bien, enfin c'est sûr que ça doit pas être évident mais à un moment c'est à la personne qui souffre de faire ce travail là. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, oui, avec l'accompagnement, on avance 10 fois plus vite, ça c'est sûr. Ah, top. Evelyne, merci beaucoup pour ces lives, toujours aussi intéressants. Bon, bah, je vous souhaite une belle soirée à tous. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, belle semaine.